tiens, on est en train de faire un livre avec quelqu'un que tu connais. Peut-être, c'est Anne-Sophie. Bah, j'ai fait, oui, je connais bien Anne-Sophie depuis très très longtemps. Et cette question, on travaille d'ailleurs ensemble sur un certain nombre de choses, de sujets comme le doutant que pense son patient, dont Jean-François Thébault, ici présent, est aussi membre. Et je trouve que le combat que tu mènes est un combat exemplaire. Ça a toujours été un combat qui était extrêmement digne, extrêmement fort. Et en même temps, tu n'as pas été quelqu'un qui a débordé sur un activisme forcené. Tu as toujours été dans une démarche qui était une démarche très, je veux dire, très droite. Et tu as eu la chance d'être un peu écouté de la part des autorités, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que pour parachever tout ça, ce livre était tout à fait nécessaire. Et je te donne tout de suite la parole pour que tu puisses en parler. Waouh, waouh, ça commence fort dès le matin. Merci beaucoup pour nous donner cette possibilité d'échanger avec vous. En fait, l'idée du livre, je vais un peu dévoiler des dessous qui sont un petit peu marqués dans le livre, mais l'idée commence de Richard. Il m'appelle il y a environ 1 an. Et puis, je revenais d'un rendez-vous, j'étais dans la voiture, et puis il me dit « Ouais, Osva, Anne-Sophie, il faut qu'on fasse un livre ensemble. » Je me suis dit « Ouais, alors attends, alors là, je sors de rendez-vous, je n'ai pas bien dormi. » Je suis un peu comme Jean-François. Moi, le matin, c'est un peu le diesel. Hein, donc, une fois que je suis lancée. Mais... Et puis, il me dit « Non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse un truc ensemble. » J'ai dit « Je déborde de boulot, gracieusement, mais je déborde de boulot. Mais est-ce qu'éventuellement, réfléchis-y. » Et puis, en fait, on était sur le pilotage de la lettre, ce que moi j'appelle la lettre de cadrage au ministère, sur comment lutter contre la discrimination et inclure en fait les personnes qui souffrent d'obésité le plus possible dans le système de santé et faire de la prévention. Et puis effectivement, essayer d'aider les gens un maximum, parce que c'est une des recommandations, lutter contre les discriminations du PNNS 4, donc sous la tutelle de la DGS. Et donc, en fait, ils m'ont confié, et j'en suis très honorée, ils m'ont confié effectivement ce pilotage qu'on travaille donc là maintenant depuis 2 ans. Et puis en fait, en réfléchissant, et puis Richard qui me dit non, c'est pas possible, il me dit depuis tant d'années que tu fais des trucs, il faut sortir quelque chose. Et je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, voilà ce que je fais, est-ce qu'éventuellement ça serait une idée? Et il me dit oui, écoute Enzo, on y va, on fonce. Mais alors moi, j'étais à des années-lumière de ce qui allait arriver en fait. Mais des années-lumière, je me suis dit oui, 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 on va avancer, puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis un jour, il arrive et puis il me dit alors d'une, on va le faire tous les deux, puis de deux, j'ai trouvé un éditeur. Et là, je me dis ah merde, il va falloir le faire, il va falloir qu'on se jette. Et en fait, ce qui m'a décidé, j'ai dit moi, je sais pas, l'idée de se mettre en avant, c'est pas du tout mon truc. L'idée, c'était, et c'est ce qui m'a fait dire oui, parce que j'ai fait de la résistance, hein, Richard pourra vous le dire. Il a travaillé au corps. Et il m'a dit, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les gens que tu défends depuis des années. Et en fait, c'est ça qui a fini de me convaincre. Et on est parti. Il a été, à mes yeux, un excellent coach parce que c'est ma première expérience de livre. Et puis, il a fallu y mettre un peu ses tripes à l'intérieur. Donc, quand je dis ses tripes, c'est de se dévoiler un peu, ce qui est plus compliqué. Donc, je ne vous cache pas que j'ai versé quelques larmes et que même en le relisant certains chapitres, je continue à verser des larmes. Donc, il paraît que c'est vachement bon pour rester jeune. Donc, bon, de temps en temps, je me fais un petit masque de beauté comme ça. Et la seule chose que j'espère de ce livre, c'est qu'il puisse aider des gens. Voilà. C'est la seule prétention que j'ai. Maintenant, je redonne la parole à Richard pour qu'il puisse se défendre de ce que je viens de lui dire. Non, mais c'est bonjour à tous et à toutes. Merci en tout cas, Anne-Sophie, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Ça fait 25 ans que je la connais. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez pas? Oui. Vous m'entendez? Si, on t'entend. Donc, très bien. Ça fait 25 ans que je la connais et donc j'ai
je sais comment lui proposer des choses de façon à ce qu'on arrive, on aboutisse. Non, vraiment, le point de départ, c'est ça, c'est-à-dire de se dire, il y a des gens seuls, il y a des gens qui n'habitent pas à Paris, Lyon, Marseille, et qui sont complètement isolés. C'est ces gens-là qu'on va essayer de sensibiliser, en tout cas de toucher et d'aider. Parce qu'en fait, en fin de compte, dans le livre que vous aurez dans les mains peut-être d'ici de vendredi, ça sort vendredi, on a interrogé que des gens hors des grandes villes, parce que les patients, c'est ça qui est intéressant, c'est donner la parole à des gens qui n'ont pas vocation à être en contact avec les ARS, avec les ministères, avec les autorités. Et c'est là, on est un peu d'une certaine façon, je parle sous ton contrôle, Anne-Sophie, les porte-paroles de ces gens-là. Parce qu'il n'y a jamais eu un livre qui a été écrit sur la discrimination de l'obésité. Et on s'est aperçu, en tout cas moi, qu'il y a beaucoup de choses encore à faire en France. On a étudié différents secteurs d'activité, différents secteurs sociaux, et on s'aperçoit que la discrimination, elle est présente à l'école, elle est présente dans la famille, elle est présente dans les secteurs économiques, elle est présente à la télévision et dans la publicité, et surtout, elle est présente chez les soignants. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses que les gens vont découvrir, et on donne aussi des choses très pratico-pratiques pour essayer de se défendre. Voilà un peu l'idée générale de ce livre. Alors, pour compléter les propos de Richard, à mes yeux, hein, mais ce sera à vous après de nous faire des remontées sur votre ressenti, le tout a été fait avec bienveillance. C'est-à-dire que les journalistes qui l'ont lu, qui ont commencé à écrire des articles qui vont sortir là au fur et à mesure, tous ceux que j'ai eu au téléphone m'ont dit, et c'est ce que tu dis d'ailleurs, Olivier, c'est que en fait, tu es une militante, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de... Enfin voilà, moi, je suis une madame tout le monde, et comment on peut faire, et mon combat est parti de ça. C'est je ne suis pas d'accord sur certaines choses, je trouve qu'il y a des manquements sur d'autres choses. Ben, plutôt que de râler au fond de mon fauteuil en vociférant sur tout ce que je vois et tout ce que je croise, ben, je me dis, mais le seul moyen un peu intelligent de faire quelque chose, c'est de mettre les mains dedans et puis essayer finalement de dire, ben voilà comment vous voyez les choses, mais voilà comment nous on les ressent, et voilà ce qui nous manque et ce dont on aurait besoin. Et c'est effectivement ma méthode de fonctionnement, en disant, ben, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout, mais le tout, c'est de prendre l'épaule d'excellence de chacun en se disant, ben voilà, là, on est sur un sujet commun. Et puis finalement, ben, les uns et les autres, avec leur pôle de compétences, vont faire que si effectivement on en sort le meilleur de chacun, on va pouvoir optimiser au maximum, bon, dans ce qui nous concerne, le système de santé pour l'obésité, et puis donner du sens, donner de la valeur, donner de l'humilité, donner de l'humanité à des gens qui ont consacré leur vie à essayer d'aider les autres, et ces patients qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur sauve la vie, et durablement. Donc en fait, on est sur une même ligne. Voilà, c'est comment on fait en prenant parfois un peu plus le temps de se poser, de se dire, ok, je vous regarde posément, calmement, et puis on pose les choses sur la table. Et c'est vrai que, et j'en suis mais très sincèrement honorée, depuis le temps que je travaille avec tous les gens que je croise, bah, je dis, moi, voilà, on se prend un café. C'est pas on fait une réunion, c'est on se prend un café, on se fout sur une terrasse où vous voulez, machin, je m'en fous, mais on se pose et on prend le temps de se parler. Et alors, il y a des gens qui disent, oui, mais t'envoies un mail, ça prend 5 minutes, tu perds pas de temps. Je dis, non, 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 non. Moi, j'ai besoin de ce contact humain, j'ai besoin qu'on puisse échanger des choses. Et je fais ça, entre guillemets, avec tout le monde. Et les patients, les gens qu'on croise, nous, au niveau associatif, Camille, qui travaille avec moi, me dit, mais en fait, au bout de 5 minutes, les gens, ils prennent leur tripes, ils te les posent sur la table. Mais pourquoi? Parce que finalement, on est pareil. On est juste pareil, que j'ai effectivement peut-être parfois une antériorité de vécu en termes de nombre de maladies chroniques sur mon obésité, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de...
il n'y a pas de yaka faucon, si vous en êtes là, c'est de votre faute, etc. Il faut essayer de comprendre les gens. Et dans le livre, c'est ce qu'on a essayé de faire avec effectivement des interviews qui ont été faites de personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. Il y a aussi des VIP français, parce que finalement, ça n'épargne personne. Et puis l'idée, c'était de se dire, l'obésité, c'est la discrimination la plus répandue dans le monde et la plus tolérée dans le monde. Et en ça, quelque part, ben nous, on dit non, stop, stop, parce que vous nous prenez la tête et puis vous nous la remettez dans le sable. Alors qu'en fait, c'est pas un choix de vie, cette histoire. Alors, j'ajouterais à ce que vient de dire Anne-Sophie, c'est qu'on a découvert, et même Anne-Sophie a découvert des choses en matière de discrimination. On s'aperçoit qu'en France, on est vraiment en retard en matière d'acceptation, d'inclusion des populations. Et ça, tu l'as bien vu, Anne-Sophie, dans certains secteurs, tu as découvert des trucs incroyables, dans le domaine économique, dans le domaine de l'emploi. Par exemple, dans le livre, je cite un sociologue que vous connaissez, Thibaut de Saint-Paul, qui effectivement me dit, eh bien écoutez, à compétence égale, on va choisir celui qui a le diplôme de minceur. En d'autres termes, être mince par rapport à une personne en situation d'obésité, c'est presque un diplôme. Donc vous vous rendez compte où on en est en France en la matière. On est au top en termes de médecine, de soins et de médicaments, mais en termes d'acceptation et d'inclusion sur un sujet comme ça, on devrait être exemplaire, on devrait montrer l'exemple. Eh bien, on n'est pas au rendez-vous et on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment se fait-il que la France soit si en retard en matière d'inclusion? Et je prends l'exemple de l'obésité parce qu'un de mes meilleurs amis est en fauteuil et il me dit la même chose, c'est-à-dire que l'inclusion des personnes en situation de handicap en France, il y a encore beaucoup de boulot. Alors, certaines personnes, je rebondis sur ce que vient de dire Richard, pourraient se dire, oui, bon, allez, c'est bon, prends ton verre d'eau, respire un grand coup, et puis ça va passer, tu iras mieux plus tard. Le souci, c'est que la discrimination éloigne les gens du système de santé. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, l'idée. C'est que, au-delà de ce que pourrait penser la société en règle générale, c'est arrête de pleurnicher, fais pas ton caliméro du matin, allez, mets-toi un coup de pied dans le cul et avance. Non, non, c'est plus profond que ça. C'est que, en fait, les gens sur l'obésité, ont une mésestime d'eux qui est déjà au sous-sol. Que si vous leur dites, bah, en fait, voilà, c'est ta faute, alors qu'ils ne connaissent pas le chemin de vie de la personne. Il y a des vies, enfin, il y a des traumas à tire-larigot en répétition, hein. Plus la génétique, plus la sédentarité, liée au mode professionnel des gens, et plus le niveau social des personnes, la précarité. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on tire à vue, quoi. C'est que ben, finalement, à force de se faire rabrouer quand ils vont parfois en consultation, et ben ces gens-là, et ils sont à hauteur de 30%. Donc, si je vois l'obésité, c'est des vieux chiffres, 8,5 millions de personnes. Et qu'en 2030, on va être à peu près à 14-15 millions. C'est les prévisions OMS. Ouais. Que obésité, hein. C'est pas surpoids et obésité, hein. C'est 29% d'obésité en France pour 2030. Donc c'est juste pas le truc anecdotique. Et l'obésité, je rappelle les petits fondamentaux, c'est 18 pathologies associées et le Covid en fait la 19e et on l'a payé cash, le Covid. C'est-à-dire que sur des cohortes nationales et internationales, 47% des gens en réa, c'était nous, surpoids et obésité, 40% des gens qui sont morts, c'était nous aussi. Donc en ça, le fait d'éloigner les gens du système de santé parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise et et c'est là où on a besoin de faire évoluer le système de santé. Merci Loïc. Le système de santé où on a besoin que les professionnels de santé soient formés à l'obésité, qu'ils ne soient pas démunis quand ils voient y arriver un patient, parce qu'il y a de la frustration des deux côtés, à la fois du professionnel de santé qui se dit merde, comment je vais gérer, je fais quoi, c'est quoi la solution, et le patient qui se dit oui merde, bah en fait il ne sait pas quoi faire de moi et en fait une fois de plus je vais repartir chez moi, j'aurai pas de solution. Donc, en fait, c'est ça où moi, je m'excite comme une malade dans mon bocal depuis 25 ans en disant, on a un problème de santé publique
majeur. En soignant l'obésité, vous soignez les 18 pathologies associées. Vous réduisez les coûts de dépenses et on est sur des pathologies chroniques, quasi systématiques. Donc, en fait, il y a la partie, moi, qui m'intéresse, humaine, et puis il y a la partie fonctionnement du système de santé, dépenses de santé, fonctionnement finalement des parcours de soins, enfin sécurisation finalement, enfin je suis très cocorico, hein, je suis française, je défends mon pays. C'est voilà ce que je veux de mieux pour la France, parce que je suis française et je suis fière d'être française. Donc voilà, donc je fais ce que je peux. Et je le fais avec vous parce qu'on a grandi avec vous. Dans quelques jours, on va fêter nos 21 ans. J'aurais aimé pas les fêter, hein, très sincèrement, parce que ça veut dire que finalement, voilà, notre existence a un petit intérêt, mais il faut faire des choses et il faut ramener ces gens qui n'ont pas de confiance en eux et qui se retrouvent écrasés de tout un tas de choses. Et on a besoin de les remettre dans le système de santé et de prendre le temps. Et alors là, gros sujet sur prendre le temps de consultation spécifique avec une reconnaissance, s'il vous plaît, au très haut niveau. Alors, je fais la liste au Père Noël, hein, je me lâche, mais ça sera dans la conclusion du livre. Nous, ce qu'on demande, c'est une reconnaissance de l'État, c'est-à-dire du président de la République. On veut un plan interministériel basé à Matignon sur 10 ans, renouvelable, comme les plans cancer. On n'avancera pas tant qu'on ne sera pas à ça. C'est très, très clairement énoncé. Et que quand je vois ce qui se passe au niveau des agriculteurs, le travail qui est fait, j'ai la chance de faire partie du CNA, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui est sous l'égide de 4 ministères, finances, agriculture, alimentation, écologie et santé. Tout est lié. On a un lien où tout est lié. Donc, on a fait les états généraux de l'alimentation, j'ai eu la chance d'en faire partie. Continuons ça et incluons finalement la problématique de l'alimentation au sens très très large du terme. Et le One Health, alors comment te dire que plus que d'accord. Il n'y a pas ton son, Olivier. Pardon. Je disais, il faut que tu nous rejoignes sur le One Health, il faut que tu fasses partie du think tank, avec grand, grand plaisir. J'ai une question à te poser. J'ai trouvé extrêmement intelligent un glissement sémantique que vous avez opéré avec l'association. Au départ, on avait un peu l'impression, vu de l'extérieur, hein, mais justement, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, que ton association, que l'association était faite pour lutter contre la grossophobie. Et ce qui est en soi une cause tout à fait honorable. Et je trouve que maintenant, l'association porte largement son action sur la reconnaissance de la pathologie obésité. Qu'est-ce qui a fait ce glissement sémantique entre les deux? Et c'est plus que sémantique, c'est dialectique d'ailleurs, et qui explique, enfin, comment tu peux expliquer ce glissement et qu'est-ce que tu attends justement de cette reconnaissance par un système de santé, quand on parlera du système de santé, parce que Frédéric Valtou vient d'annoncer qu'il allait mettre 6 milliards d'euros sur les maladies chroniques sous surveillance pour voir si éventuellement c'était bien utilisé. Je pense que c'est un choix qui est extrêmement hospitalo-centré et que ce n'est pas un choix qui est patient-centré. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, j'aimerais connaître la genèse un peu de ce glissement entre les deux de l'association. Alors, on l'a toujours eu, mis à part que je le criais un peu moins fort. C'est-à-dire que nous, que le collectif, alors bon, c'est ce qui est un peu le cas de beaucoup d'associations, hein, ça part du vécu des gens, hein, de ce qu'on a pu traverser, etc. Et l'idée, là, était de se dire, moi, j'ai fait le parcours du combattant en 97, 98, enfin, c'était l'âge néandertalien de l'obésité, hein, la prise en charge de l'obésité. Il y avait des chirurgiens qui opéraient. Alors, il n'y avait pas de recommandations de bonne pratique. Enfin, le désert. Moi, j'ai fait, mais vulgairement, ce qu'on peut appeler une étude de marché sur l'obésité pour me soigner moi. Et bon, j'ai un petit peu le caractère pour.
Donc, on me fermait des portes, mais c'est pas grave, je passais par la fenêtre. Et puis, j'avais aussi la chance finalement de travailler en presse médicale, donc j'avais accès à des informations. Et puis, en fait, je me suis dit, mais enfin, à part se faire envoyer dans les plots quand on va voir un médecin, il se passe quoi? Enfin, moi, je veux essayer d'améliorer mes conditions de santé, mais je fais comment? Et puis, en fait, on me dit, mais de toute façon, c'est pas une maladie, donc circuler, il n'y a rien à voir, arrêtez de bouffer et allez courir. Alors, enfin, ça va, j'ai peut-être 2 neurones pour comprendre ce genre de truc. Maintenant, ça se passe comment? Et en fait, enfin, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'assurance maladie et je leur ai dit, bon, alors on a un problème, on fait comment? Et là, ils m'ont dit, alors, on a bien vu qu'il y avait un problème, mais en fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais si vous avez envie d'y aller, allez-y. Et puis, effectivement, on essaiera de vous aider comme on peut. Et l'idée est partie de là. Et là, je me suis dit, OK, on rassemble les assos, on rassemble les sociétés savantes. Alors, à l'époque, j'étais déjà un ovni dans les ovnis, hein, et puis, on a fait une conférence de presse. Et là, on a cartonné la conférence de presse. Message simple, efficace. On a un problème de santé publique, l'obésité n'est pas reconnue. Et ça, je te parle de ça, c'était en 2002. Et j'ai dit, si l'État ne prend pas en charge notre problématique, on portera plainte pour non-assistance à personne en danger. Et là, et c'est marqué, on l'a marqué dans le livre, et là, on a fait tous les JT pendant 3 jours, hein, midi et soir. Et là, je me souviens, quelqu'un qui était au ministère de la Santé m'appelle, il me dit, maintenant que vous avez foutu le bordel, il va falloir gérer le merdier. Et là, j'ai fait, ouais, on y va. C'est parti. Et l'histoire est partie de ça. Et en fait, les choses, enfin voilà, j'essaye d'avancer sans claironner au fur et à mesure de ce qui est fait, de comment c'est fait, etc. Je me dis, enfin voilà, il y a des gens qui élaborent des jalousies alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être jaloux de quoi que ce soit, hein. Enfin, moi, je veux bien leur filer mon poste, hein, et puis ils se mettent au boulot, hein. C'est 15 heures par jour non rémunérées, donc pas de problème, hein, prenez. Mais voilà, l'idée est partie de là, et au fur et à mesure, ben, j'ai grandi, j'ai appris, euh, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai essayé d'apprendre comment fonctionnaient les uns et les autres, et puis je me suis dit, ben, nous on est là, on a une place, et cette place, je ne veux plus baisser la tête, je ne veux plus m'enfoncer dans toi, tu n'as pas le droit à la parole. J'ai dit, ma vie, elle a autant de valeur qu'une autre vie, et je vais défendre ma vie et celle de ceux qui veulent que je défende la leur. Et l'idée est partie de là, et je me dis, mais depuis des années, en fait, Olivier, je milite pour la reconnaissance de la pathologie, mais là, je le crie un peu plus fort, en fait. Alors, vous voyez un peu comment se passaient les interviews, c'est-à-dire qu'on partait sur une idée et 2 heures après, on trouvait l'idée. J'aimerais juste, si tu me permets, Olivier, ajouter autre chose et recentrer là sur le sujet en lui-même. On a interrogé différentes personnalités, dont Daniel Nizri, que vous connaissez tous, et il me dit qu'on a raté le coche en fin de compte. J'espère qu'on va démentir ce qu'il nous a dit, parce qu'il me dit, avec la Covid, on aurait pu profiter de cette période-là, ou du quoi qu'il en coûte, ou en tout cas du fait qu'on soit intéressé à la santé, pour là aussi sur l'obésité agir. Donc j'espère qu'on va le démentir, mais je vous rappelle juste un chiffre, parce qu'il y a très peu de chiffres un peu sur l'obésité. Le seul chiffre qu'on a pu récupérer, c'est un chiffre de 2016 de la Direction générale du Trésor, qui estime que le coût social de la surcharge pondérale, dans lequel on rentre aussi l'obésité, c'est 20 milliards, c'est-à-dire environ 1% du PIB. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on se penche sur le côté économique de cette situation, c'est-à-dire jusqu'à quand on va fermer les yeux et on va dire bah, c'est pas grave, ils vont se débrouiller, ils ont qu'à faire du sport ou ils ont qu'à faire autre chose. Et donc voilà, il faut qu'à un moment, cette discrimination ne se traduise pas comme une dette sociale et économique pour l'ensemble de la société.
Richard, justement, quand on est journaliste comme toi, avec une vision assez large, tu as participé à des émissions de télévision qui avaient une vision, on va dire, 180 degrés. 360, c'est un chiffre qui me fait toujours un peu peur parce que je ne vois pas comment on peut mettre les yeux derrière, mais 180 au moins. Tout ce que tu as pu faire sur France 2 à l'époque et tout ça. Pourquoi le sujet de l'obésité prend un tel relief par rapport à d'autres? Parce Alors, que des causes, il y en a énormément. bien sûr. Il y a les maladies rares. Là, on va être demain, puisque c'est une année bissextile, demain, c'est la journée mondiale des maladies rares, le 29 février. D'ordinaire, c'est le 28, mais les années bissextiles, c'est le 29, pour montrer bien que ce sont des pathologies rares. Donc, des causes, on en a beaucoup. Comment on fait émerger cette cause et pourquoi on s'y intéresse? Alors, à titre personnel et en tant que journaliste, pour répondre à ta question, c'est un sujet de santé publique. Lorsqu'on Oui, a pas loin de 20% de la population qui est concernée, on ne peut pas faire l'impasse. C'est un peu comme le sujet de la douleur. La douleur, c'est un sujet hyper concernant. L'obésité, c'est un sujet hyper concernant aussi parce que ça s'adresse à tout le monde, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Parce que dans le livre, on aborde aussi l'obésité des personnes âgées, dont on parle jamais, donc, c'est vraiment un sujet concernant. Alors, pourquoi ce livre? Anne-Sophie l'a expliqué, c'est un sujet que j'ai traité dans différentes émissions, et à chaque fois, je me suis aperçu qu'il y avait deux poids, deux mesures. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce qu'il y a des rapports ministériels. Mais l'avantage d'un livre, c'est qu'un livre, il existe. Un rapport, malheureusement, il peut finir dans un tiroir. Un livre, il existe. Et donc ça, c'est rien que ça, c'est un argument. Et puis, il y a la personnalité d'Anne-Sophie. Vous savez qu'Anne-Sophie, on a fait différentes choses, notamment, elle était membre de mon jury des trophées signature santé, et je peux vous dire que tout le monde s'en souvient. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Il y a l'aspect journalistique, je pense que c'est un véritable sujet de santé publique. Hein. Je vous rappelle la note de la direction du Trésor, c'est considérable. Et moi, à titre personnel, en tant que journaliste, je pense que c'est ma vocation, c'est mon rôle de mettre en relief. Et je vais finir et ajouter, c'est qu'en écrivant ce livre, mon regard sur l'obésité a complètement changé. Je ne parle plus de personnes obèses, je parle de personnes en situation d'obésité. Et quand je regarde des gens en situation d'obésité dans la rue ou ailleurs, je n'ai pas le même regard. Je me dis, mais comment on peut discriminer des gens? Et le titre de ce livre, c'est « Je n'ai pas choisi d'être grosse ou gros ». Et ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous croyez que le matin, mais tout le monde qui est dans cette webinaire le sait, on ne se réveille pas le matin en disant oui, je suis très content, je suis en situation d'obésité. Non, donc il y a vraiment eu cette injustice qui nous a conduit à écrire ce livre et on en est très content et très fier et on espère que les lignes vont bouger avec ce livre et qu'il va y avoir un débat. Il est temps, il est temps. Oui, je pense qu'il est temps. Et justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en conclusion du livre, qu'est-ce que vous demandez aux autorités, qu'est-ce que vous demandez au président de la République et à Gabriel Attal? Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, mais Jacques Chirac avait, après une visite de la Pitié-Salpêtrière sur le capot d'une déesse, dit aux équipes de cancéro, on va faire un plan cancer. Enfin voilà, c'est quelque chose d'excessivement fort et on voit ce que ça a donné derrière. C'est quelque chose de colossal. Il y a une véritable volonté politique et au plus haut niveau. On a eu la chance, et Anne Dedane le sait mieux que moi, Anne a présidé la commission du président Nicolas Sarkozy qui a donné lieu au plan obésité, qui a été fait aussi avec Raphaël Radan, avec qui je suis toujours en contact aussi, ainsi que Anne. Ça a été la première pierre de taille sur la lutte contre l'obésité. Et quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer Nicolas Sarkozy au mois de novembre, je lui ai dit merci pour le plan obésité. Il m'a regardé, puis il m'a dit merci, merci. Et je dis, mais en fait, grâce à vous et à votre volonté politique, alors après, on aime ou on n'aime pas les gens, hein, c'est pas la question. Mais j'ai dit, vous nous avez ouvert finalement une forme de reconnaissance à la problématique. Et au plan obésité, on a eu les centres spécialisés obésité,
Il y a eu donc effectivement, on a poussé encore plus le Nutri-Score, ouais, lapsus, le PNNS qui a donné lieu au Nutri-Score. On a eu la création de la charte alimentaire à l'ARCOM, anciennement CSA, sur lequel on prône effectivement des directives. Le collectif a la chance de faire partie du Conseil paritaire de la publicité et de rentrer là à l'ARPP, donc tout ce qui est régulation de publicité. Hier, j'étais avec les 2 plus grosses agences de publicité en France, qui sont Publicis et BETC, en disant « changez le regard ». Vous avez un pouvoir qui est colossal d'influer d'un côté ou de l'autre vos messages. J'ai dit, ayez de la bienveillance sur la diversité. Et effectivement, j'ai quand même les 2 patrons qui m'ont dit, on y va. On y va. Mais c'est des choses qui se font au fil du temps. Mais ça a été impulsé à la décision finalement qui date maintenant, mais ça a commencé en septembre 2009. Et après, on a eu les États généraux de l'alimentation avec Monsieur Macron. Et là, en fait, je lui dis, vous avez l'opportunité et je compte sur vous pour mettre la 2e pierre à l'édifice de taille en reconnaissant officiellement haut et fort que l'obésité est une maladie, déjà pour baisser l'angoisse des gens qui souffrent d'obésité, d'avoir un autre regard, parce que comment peut-on, alors je suis désolée, je vais faire mon coup de gueule du matin, comment peut-on soigner une maladie à coût de 44 publicités par jour en achetant des choses qui vous sont livrées? Moi, je suis désolée, mais je ne crois pas qu'on livre de la chimio en regardant des pubs. Donc, ne serait-ce que ça, donner de la crédibilité à ce que nous vivons. Et de l'autre côté, finalement, se dire, ça doit être un travail de tout le monde. Comment on produit, comment on market, comment on renvoie des images, comment on soigne les gens. On a travaillé, la HAS, elle a fait un travail colossal sur l'obésité. Il y a un tas de recos, je le sais parce que j'en fais partie, sur la prise en charge, sur les 2e et 3e recours de la prise en charge de l'obésité, la réactu de la chirurgie bariatrique. Tout est verrouillé, tout est essayé de serrer pour que justement ça soit fait. Le président de la République, là en 2022, on a été approchés et on nous a dit, voilà, si vous aviez 5 recos à faire, c'est quoi? Appel un soir en train de laver la vaisselle à 20h30. J'ai posé mes mimines plein de mousse et là je me suis assise, j'ai dit il est faux pour quand? On m'a dit le plus vite possible. J'ai fait une nuit blanche, j'ai bossé toute la nuit. Et je leur ai filé 5 recos et dans les recos il y avait la prévention et il a pris la prévention. Maintenant ce qu'on veut c'est qu'effectivement, alors on souhaite, machin, je fais la liste au Père Noël tout le temps, hein, mais que la prévention, c'est une chance pour le système de santé. Il faut vraiment qu'elle soit prise en charge et qu'elle soit évaluée et qu'on ait les 30 minutes d'activité physique par jour à l'école et que ça soit évalué. Donc, on a besoin de ça et mon point de chute que je disais tout à l'heure, c'est la reconnaissance de l'obésité basée à Matignon, interministérielle, 10 ans comme le plan cancer renouvelable et avec un INCA version obésité. Alors, Olivier, je me permets de rajouter autre chose. Quand on Bien parle sûr. d'activité physique, c'est hors éducation sportive, hein, c'est la fameuse DRT. Et puis, il y a un autre point aussi important, c'est les cours d'empathie. C'est tout bête. Si on commence dès les jeunes classes à expliquer aux enfants que c'est pas parce qu'il est comme ci, comme ça qu'il y a une différence, déjà on va commencer à mettre à travailler. Moi, j'ai le sentiment qu'il suffirait d'un coup de pichenette que les choses avancent durablement. Vous m'entendez? Oui, Richard. Oui, on t'entend. Non, mais je trouve ça très bien parce que ça envoie un message positif dans un monde qui est marqué par le pessimisme et par toujours par des visions qui sont des visions clivantes. Et je crois qu'on a besoin de cette volonté à travailler ensemble pour retrouver du sens à l'action d'ailleurs.
Et je pense que c'est aussi ce qu'exprime un certain nombre de professionnels de santé, c'est arrêter de nous cliver et faites en sorte qu'on puisse ensemble arriver à prendre en charge les patients. Il y avait une réflexion tout à fait intéressante dans le chat. Laville, je pense que c'est Martine Laville. Oui. J'aimerais bien lui passer la parole à Martine Laville parce que je crois que vous avez une grande complicité ensemble, Anne-Sophie et Martine, et que Martine est une professionnelle de santé qui s'est saisie. Merci de me passer la parole brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mettez votre caméra, Martine. Ça va être difficile, je suis à la campagne, ça passe pas très bien. D'accord. Mais un petit coup, peut-être, mais je sais pas ce qui peut passer là. Bonjour. Bon, bah, très bien. Bonjour, oui, brièvement, effectivement, Anne-Sophie a rappelé le plan obésité 2010, qui a quand même été un bouleversement et qui nous a permis de donner la noblesse aux soins qu'on apporte aux patients en obésité. Moi, j'ai été présidente de la sous-section nutrition du CNU et j'ai vu des jeunes, souvent des jeunes femmes d'ailleurs, se saisir de sujets, être nommés professeurs de nutrition sur ce thème de l'obésité, ce qui était impensable avant ce plan obésité. Donc, comme le dit Anne-Sophie, on a besoin d'un plan obésité fort, ambitieux, pour permettre aux personnes vivant avec l'obésité d'être soignées correctement, mais qui comporte aussi la prévention, bien sûr, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et en ce moment, on a tendance à opposer un peu les deux. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas besoin de médicaments pour l'obésité, c'est la prévention. Mais si, on a besoin de la prévention, on a besoin des médicaments et on a besoin du soin. Bon, enfin, c'est tellement évident pour nous que bon, on espère ne plus prêcher dans le désert. Et je pense que le livre d'Anne-Sophie et de Richard vont permettre aussi. On a besoin d'informations, d'informer. On a l'impression, nous, depuis le temps qu'on le dit, de rabâcher, mais il n'y en a jamais assez. Et effectivement, les médias, le Café Nil et ce livre vont aider, être une nouvelle pierre dans l'édifice. Et on espère construire quelque chose de très beau. Et bon, je suis une grande optimiste, donc j'ai confiance dans l'avenir. Merci Anne-Sophie, merci Richard. Merci Niaco. Alors, on va peut-être passer à la séance des questions-réponses. On les prend dans l'ordre de lever des mains jaunes. Donc, la première, c'est Younes. Younes qui travaille chez Nil. On travaille ensemble. Et Younes, je te passe tout de suite la parole. Merci Olivier. Merci Richard, merci Anne-Sophie pour vos interventions. Moi, j'avais 2 questions. Alors, l'obésité, je suis pharmacien, mais l'obésité, c'est une maladie que je connais assez mal. Donc, ma première question, c'était qu'est-ce qui va amener la personne, tant sur le plan génétique qu'environnemental, vers l'obésité? Parce que finalement, on n'est pas obèse. Enfin, on est pour la naissance. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, une fois admettons qu'on a aligné toutes les planètes, qu'on a une bonne prise en charge, mise en place en France, etc., selon vous, comment on maintient l'engagement des patients dans les démarches pour sortir de cette situation finalement d'obésité, parfois d'obésité morbide? Alors, 2 bonnes questions évidemment. Alors, on n'est pas obèse, oui et non. C'est-à-dire que alors moi je ne suis pas médecin, on s'entend bien, moi je suis une patiente lambda. Si un bébé naît à plus de 4 kilos, il a déjà un gradient fort sur la problématique de poids. Si un des 2 parents a un problème de poids, l'enfant a 40% de chances de récupérer ce problème de poids et de le déclencher au cours de sa vie. Si les 2 parents ont un problème de poids, l'enfant a 80% de chances de déclencher une obésité. S'il n'est à plus de 4 kilos, on rajoute le millefeuille. S'il y a un diabète gestationnel, on rajoute un millefeuille. S'il est né par voie de césarienne, donc pas ensemencé de microbiote,
on rajoute, parce que les microbiotes, c'est quand même un super truc qui est un espoir pour tout un tas de pathologies. Voilà, il n'est pas ensemencé, on rajoute une couche. S'il n'y a pas d'allaitement maternel, on rajoute une couche. Voilà. Donc ça vous donne déjà une idée de la base. Après, il va y avoir finalement, est-ce qu'il y a de l'activité physique durant son enfance ou pas? Quelles sont l'alimentation qu'il peut avoir? Est-ce qu'il vit des traumas physiques ou psychologiques? Enfin voilà, donc on rajoute. On peut déclencher ou ne pas déclencher. Et à un moment donné, il peut y avoir la rétention et pour on ne sait quelle raison, enfin moi je sais un peu plus, mais il y a une perte, un décès dans la famille, etc. Et boum, hop, on déclenche un trauma. Et là, finalement, c'est comment gérer un traumatisme. Et les gens vont prendre du poids en regardant une vitrine de boulangerie. Ils vont manger un croissant, ils vont le multiplier par 4 dans leur corps. Enfin voilà, il y a une inégalité, une véritable inégalité. Il y a des gens, ils sont épais comme des haricots verts desséchés. Ils mangent ce qu'ils veulent, il ne se passe rien. Nous, rien que le fait de humer un truc, boum, on a pris 10 kilos. Donc, il y a ça, c'est con à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Après, comment on peut gérer, j'ai envie de dire, l'obésité? Alors, si je pars de déjà rien que de stabiliser le poids d'un individu, en soi, c'est une victoire. Parce que justement, il se stabilise, il se pose, il n'y a plus de fluctuation de poids. Et rien que ça, évidemment, ça va soulager le métabolisme des gens et aussi le psy. Après, si on baisse de 5% le poids général de la personne, vous baissez de 30% les comorbidités. 5%. Et là où effectivement, je reviens sur ce que disait Martine, l'obésité, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle n'avait pas été reconnue comme maladie officiellement. C'est marqué dans les recos de la HAS, mais c'est pas crié. C'est que pour la plupart des gens, s'il n'y a pas de médicament, c'est pas une maladie. Il y a un médicament, c'est une maladie. On avait la chirurgie, on a toujours la chirurgie bariatrique, mais la chirurgie bariatrique, ça va être comme les médicaments, hein. C'est un patient avec une métaux qui lui va. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de manger des Smarties, c'est un médicament. Et un médicament qui doit aller là aux patients qu'il faut qu'il l'ait, et pas aux patients qui ne doivent pas l'avoir. Là, je suis excessivement claire là-dessus parce qu'avec Jean-François, on ne fera pas de cadeau, hein. Je peux vous assurer que le premier qui s'amuse à ça, je pense que ça ne va pas très bien se passer. On va être très clair. Et c'est une insulte pour les patients qui, eux, en ont besoin. Donc, l'arrivée des médicaments, c'est pour nous aider à baisser encore plus les comorbidités et à améliorer nos conditions de vie, notre espérance de vie aussi. Et puis, quand vous retirez ne serait-ce que 10 kilos sur votre carcasse, vous le savez mieux que moi, les pressions sur les chevilles, les genoux, les hanches, le cœur, le respiratoire, le cardio-métabolique, c'est juste colossal. Donc, on a cette chance de voir arriver un air thérapeutique qui est beaucoup plus ouvert. Et le but du jeu, c'est de ne pas devenir avec ce problème de santé. C'est la prévention, c'est de l'information, c'est du cadrage sur l'alimentation, c'est de l'information le plus possible à la population. Et pour ceux qui sont touchés, il faut trouver des solutions pour pouvoir améliorer leurs conditions de santé. Pour ajouter à ce que vient de dire Anne-Sophie et répondre à votre question, Younes, c'est l'information. L'information. Parce que là, on parle de grandes villes, mais imaginez des familles qui n'ont pas l'information, dans lesquelles il y a un enfant qui a un surpoids. Si on n'a pas des réseaux, alors je pense à Martine Labille et je pense au réseau REPOP, mais il faut beaucoup plus d'informations. Et je prends un autre exemple, les DOM-TOM. Dans les dom-toms, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'accès. Les enfants qui sont en situation d'obésité, on voit qu'ils sont obligés d'aller venir en métropole pour se faire soigner, aller dans des centres spécialisés. Donc, il y a vraiment l'information, parce que si on n'a pas l'information, on ne sait pas à qui s'adresser. Et si on ne sait pas à qui s'adresser, on laisse les choses avancer. Donc, je pense que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est l'information.
Et j'attire votre attention aussi sur un autre aspect du sujet, c'est les articles 51, il y a des c'est pas chez moi. L'article 51 dans la loi qui nous permettent de valoriser des expériences de prise en charge complètement nouvelles. Il y en a un certain nombre. Et donc là aussi, il faut favoriser des associations qui sont un peu, qui ont des visions un peu différentes dans le traitement de l'obésité. Dans l'article 51, il y a vraiment des choses intéressantes qu'il faut valoriser. Merci beaucoup pour ce réponse. Je vais passer tout de suite la parole à Anne de Dan. Bonjour et merci à vous deux et Anso, tu sais combien c'est cette cause, mais mes chers, moi j'ai une question. Les blocages sociétaux étant ce qu'ils sont, virgule, et toutes choses égales par ailleurs, virgule, est-ce que tu n'as pas intérêt à passer chez le ministre qui sera directement plus intéressé à ce qu'enfin on fasse de la prévention, c'est-à-dire le ministre de l'économie? Pour être très clair, moi, à ta place, mais j'irai voir le maire parce que c'est lui qui a les clés de ce qu'on pourra faire en termes d'investissement et de ROI, etc. Sinon, ça va continuer à être des bricolages, j'en suis désolée. Alors, je suis complètement d'accord. Hein. Effectivement, tout est tenu par les finances. Là-dessus, plus que d'accord avec toi. J'ai perdu dans les jours. Avant-hier, j'étais au salon de l'agriculture. J'intervenais sur les banques alimentaires. Alors, ils avaient un stand qui était rez-de-chaussée et premier étage. Moi, j'intervenais au premier étage et Bruno Le Maire était juste en dessous. Voilà, donc évidemment, enfin, tu t'imagines bien le monde qui y avait. Donc impossible de lui parler, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'on prenne un café ensemble pour discuter le bout de gras, si je peux me permettre cette expression. Voilà, il faut qu'on discute de ce qui peut être fait ou pas. Mais oui, c'est les finances. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé avec Cédric Arcos. Quand il était à Matignon avec Elisabeth Borne, et il a bien compris la problématique de l'obésité. Là, il a récupéré il est responsable du cabinet du ministre de la Santé. Donc, on va se retrouver, mais effectivement, c'est là-bas que ça se joue. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais ça pose une problématique fondamentale quand même, parce que quand on écoute les associations de malades, quand on écoute les professionnels, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, tout le monde est en train de dire écoutez, on ne pourrait pas passer par au-dessus le ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé, en fin de compte, ça devient une structure de blocage qui n'a pas beaucoup d'efficacité. Alors, j'aime beaucoup Cédric, hein, mais c'est vrai que ça devient plus le ministère de la dépense de soins que le ministère de la Santé en tant que tel. Ça pose un vrai problème d'ailleurs. Et en ce qui concerne les arbitrages, merci à la direction de la Sécurité sociale d'écouter un peu de temps en temps. Quand je dis merci, c'est ironique parce qu'elle n'écoute pas souvent et de toute façon, elle se comporte comme un bras armé encore plus fort que le ministère de l'économie. Donc, on a une direction comptable qui bloque plus les projets qu'autre chose. Donc c'est vrai que cette fuite en avant vers l'interministériel, vers l'échelon supérieur qui est le Premier ministre, soit il faut poser le problème de savoir si on supprime le 14 du Ken, parce qu'en fin de compte, ça devient un échelon bloquant. Moi, personnellement, ça ne me choquerait pas beaucoup. Et on considère dans une perspective One Health à ce moment-là que la santé intéresse l'intégralité des ministères de la France. Et donc, dans ce cas-là, c'est de la responsabilité du Premier ministre. Soit il va falloir qu'il se reprenne en main, parce qu'on a un problème majeur, c'est que avec 7 ministres en l'espace de 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose quand même. Il ne s'est pas passé grand-chose et les administrations sont laissées la brise sur le collier à faire à peu près ce qu'elles veulent. Oui, mais pour écrire ce livre, on a vu qu'il y avait très peu d'études économiques. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro parce que que pour faire ce livre, on s'est aperçu qu'il y avait très peu d'études économiques sur un peu l'analyse entre prendre des mesures contre l'obésité et l'intérêt économique. Il y a très peu de choses. Moi, je vous dis, c'est la seule étude que j'ai eu connaissance, c'est l'étude de 2016 de la direction du Trésor et
qui montre un certain nombre de choses. Il y a peu de choses, hein. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je crois qu'il y a d'autres économistes qui le disent. Il y a très peu de choses comme si on ne s'y intéressait pas, ou alors les études sont cachées, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un vrai problème d'études. Alors moi, quand on avait fini les états généraux de l'alimentation, donc on était à 3 jours de Noël, donc fin décembre 2017. On était au ministère des Finances. Il y avait le Premier ministre, il y avait Édouard Philippe, et on avait 6 ministres qui étaient présents. J'ai levé la main, alors ils n'étaient pas trop étonnés, et je leur ai dit, vous venez de nous dire que finalement, la problématique du poids pesait 56 milliards à l'année. Et je leur ai dit, alors soit je suis très blonde, soit mon obésité a rempli mon cerveau, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas quelque chose. Vous attendez quoi? Et quand on a vu malheureusement la pandémie du Covid avec les gens qui mouraient très clairement, des jeunes de 15 ans avec juste du surpoids, c'est pas possible. On s'est dit, ils vont réagir. Et il ne s'est, j'ai envie de dire, rien passé. Donc voilà, nous, on tire toutes les sonnettes d'alarme possibles et inimaginables. Mais enfin voilà, Cyril Isaac Sibyl qui est là, qui écoute et qui m'a envoyé un petit message et merci. Il a fait un gros travail sur la prévention, mais il faut, moi je veux la mise en application de tout ça. Enfin bon, je sais que j'enfonce des portes ouvertes avec Cyril, mais action, réaction. Action, réaction. 1 euro, ce que dit effectivement Martine, 1 dollar investi de l'OCDE dans la prévention, c'est 6 dollars de gagné. On attend quoi? Je pense qu'on a des gens humainement là qui sont prêts à y aller, mais depuis des années, si ce n'est pas des décennies. Donc voilà, moi je suis que Madame Michu et j'ai juste envie qu'on avance et je le fais pour mon pays. Hein, ça fait très très französisch ce que je dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, voir crever les gens, sincèrement, ça ne m'amuse pas. On a vu des gens dans des états mais catastrophiques, physiquement, humainement. On a plus en plus de gens qui sont à 350 kilos. Comment voulez-vous qu'ils vivent? Ils ne vivent pas. Et que là, on nous dit, mais qu'a foutu le système de santé? Pourquoi ces gens, on les a laissés aller jusqu'à 350 kilos? Et avant, c'était anecdotique et c'était 250. Mais les États-Unis, voilà, ça se déplace, ça arrive chez nous. Il faut être très conscient de ce qui se passe. Et moi, je pense que quand on peut anticiper les choses, alors là, c'est plus de l'anticipation, hein, on est bien d'accord, mais à un moment donné, il faut foutre les mains dedans, il faut mettre les gens qui sont compétents et qui sont motivés à y aller. Et quand nous, on a fait les auditions pour le rapport, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à y aller qu'on peut le croire. Donc, prenons les bonnes volontés, prenons les gens qui connaissent leur boulot, et puis on fout les mains dedans, et puis chacun fait ce qu'il peut, on évalue ce qu'on peut, tout ce qu'on fera, et on avance. De toute façon, on part de zéro, donc on peut aller que vers le haut. Donc, soyons fous. Alors justement, j'ai vu que Cyril était arrivé. En tant que coalisé de la prévention, puisque Cyril a fait une lettre ouverte à Gabriel Attal que j'ai le plaisir de signer. D'ailleurs, un autre think tank l'a signé, c'était les Électrons également, avec des gens comme Guy Valencien. Donc, on était tous mobilisés derrière cette. Et j'aimerais bien, Cyril, avoir votre, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se voit, mais avoir votre vision de ce qui va se passer après, quoi. Parce qu'on en attend beaucoup de cette prévention et on sait que vous pouvez être un ambassadeur tout à fait remarquable. Merci et bonjour à tous. Oui, donc par rapport à ce qu'il faut, alors, moi, comme dit, je suis qu'un ambassadeur. Moi, je crois beaucoup à la formule d'Écolisée, dans le sens où c'est ensemble qu'on pousse. Encore hier, à l'Assemblée nationale, il y avait avec le campus santé, il y avait une journée sur la prévention où étaient présents de manière assez intéressante aussi bien effectivement les acteurs que les industriels, que BPI. Que l'Agence d'innovation en santé. Et donc, la prévention est vraiment à l'ordre du jour. Maintenant, ce qu'il faut, c'est collectivement la pousser. Et puis surtout, je pense qu'il faut, c'est à quoi je plaide, c'est de la rendre industrielle. On a su produire depuis 70 ans des soins.
Et on en a un appareil de santé qui est tourné vers soin et qui est assez efficace pour produire du soin. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à produire de manière industrielle de la prévention, avec un côté pour moi qui est très important. Alors bien évidemment, il y a tout ce qui est dépistage, mais pour moi, le truc le plus important sur lequel il faut insister, c'est l'éducation. C'est l'éducation à la santé et avec 3 cibles. Et les 3 cibles, c'est d'abord chez les jeunes, dans les lieux de vie où sont les personnes. Donc effectivement, c'est les jeunes. D'abord, éventuellement, on peut commencer, et j'entends Anne-Sophie, effectivement, vis-à-vis des mamans, en tout cas des femmes enceintes, dès la femme enceinte, les 1000 premiers jours. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après, l'enfant à l'école, comment est-ce qu'on peut faire une éducation à la santé dès le plus jeune âge, et de manière systématique. Alors, on a un vrai débat. C'est de savoir effectivement s'il faut prendre pathologie par pathologie. Moi, je pense qu'il faut prendre ça globalement. Parce que si on fait pathologie par pathologie, on fera toujours pareil des tuyaux. On est très fort pour faire des tuyaux dans le pays. Donc, il faut faire ça globalement, de manière globale, de manière industrielle, en fonction de population, que ce soit les jeunes, voilà, les femmes enceintes, les 1000 premiers jours, les jeunes, puis après le travail. Là, je vais travailler pendant 6 mois. On va faire des propositions. Il y a sans doute une loi travail qui va arriver à l'automne. Il faut qu'on se prépare pour faire en sorte de faire des propositions concernant la santé au travail. Alors, quand je parle de la santé au travail, ce n'est pas seulement les accidents de travail et les maladies professionnelles, c'est l'ensemble du bien-être au travail. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez et qui rejoint aussi tout ça, Anne-Sophie et alors c'est tout l'état mental, pas forcément les pathologies psychiatriques, mais c'est l'état mental, la surcharge mentale. Et je pense qu'au travail, il y a beaucoup à faire. On voit bien la relation au travail de nos concitoyens n'est plus la même. Et donc, c'est le travail que je vais faire pendant 6 mois. Puis là, dans 10 jours, on va avoir une CMP concernant la proposition de loi Bien vieillir. Ou aussi, pareil, dans les premiers articles, j'ai implanté des choses pour faire en sorte qu'il y a des centres ressources, dans le sens où, dès qu'on fait effectivement de la prévention, tout le monde. Moi, j'ai fait un rapport par rapport aux jeunes. J'avais dénommé 36 000 actions de prévention. Sur ces 36 000 actions de prévention, c'était souvent des intervenants extérieurs et c'était ponctuel. Donc, au final, il ne restait plus rien. Et surtout, le pire, c'est qu'ils n'étaient pas évalués. Et en n'étant pas évalués, ça parle de bonnes intentions, mais ce n'est pas forcément efficace. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est exactement au niveau de centre pour la prévention, qu'on mette un centre de ressources probantes, une espèce d'étagère où chacun puisse venir en fonction des types de pathologies, en fonction de l'âge, en fonction du public, une espèce de bibliothèque où chacun vienne chercher ce qui marche, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, ou que ce soit effectivement dans les services des personnes âgées à domicile ou en institution. Voilà. Mais je crois beaucoup aux côtés, et c'est pour ça que je suis très content qu'on soit tous coalisés, et c'est comme ça qu'on poussera. Il ne faut rien attendre. J'entends les ministres. À un moment, c'est la pression qui fera que quelque part, que le mur cédera. Voilà. Complètement d'accord. Il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on en parle, Cyril, dans un prochain Café Nil, parce que je trouve que cette cause mérite d'être encore plus connue. Et ce serait avec un immense plaisir, un grand honneur, si vous pouviez nous accorder cette… À disposition, sans souci. Avec plaisir. Alors, on en discutera hors caméra, comme on dit. Ça marche. Merci. Merci, pareil. Alors, merci, au revoir. On a Gloria Livy qui veut prendre la parole. J'ai vu qu'Anne et Younes voulaient reposer des questions, mais Gloria n'a pas encore parlé. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour, donc Gloria, et je travaille donc je suis responsable de compte et chef de projet dans une société qui fait de la téléconsultation qui s'appelle Livy. Donc nous, en fait, dans le paysage médical, on vient un peu en support de l'offre de soins actuelle, notamment pour pallier aux déserts médicaux. Et on se pose cette question justement sur comment est-ce qu'on… Oula, je sais pas, j'entends un écho. Pardon, merci. Et on se pose cette question justement de l'accès aux soins, notamment sur tout ce qui est les maladies chroniques et notamment de l'obésité.
Aujourd'hui, on se rend compte que nos concitoyens majoritairement, et du moins pour beaucoup d'entre eux, ont des difficultés d'accès aux soins et ces difficultés, elles sont encore plus accrues, pour les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité, de par, leur exclusion du milieu professionnel, donc la précarité, financière. Tout le monde n'a pas la chance forcément de vivre à Paris et d'avoir donc des structures de soins, de qualité et même des transports pour pouvoir y aller. Et donc j'aurais voulu avoir, l'avis, d'Anne-Sophie Joly sur, voilà, quelle pourrait est-ce que la téléconsultation, aujourd'hui, peut être une solution pour apporter du moins un premier accompagnement? Parce qu'on sait bien que la téléconsultation aujourd'hui n'est pas une solution à tout. On ne peut pas soigner de cancer, on ne peut pas soigner de l'obésité morbide, hein. Il y a des choses qui nécessitent vraiment d'être prises en charge dans des centres, adaptés avec vraiment des professionnels en présentiel. Et du coup, j'aurais voulu avoir votre avis sur, voilà, ce premier niveau d'accompagnement pour essayer un peu de sortir de l'isolement ces patients qui sont souvent seuls et pour un peu leur redonner confiance, dans le système de soins et de pouvoir un peu du coup essayer de les remettre dans un premier niveau de parcours de soins. Merci Gloria, hein, pour la question. En fait, dans ce que je vois moi, c'est qu'il faudrait que vous arriviez en complémentarité d'une équipe qui suit déjà un patient en pluridisciplinarité. Alors, je suis désolée, hein, ça fait beaucoup de thé au passage, mais en fait, il faut vraiment qu'il y ait un médecin référent qui suit le patient avec effectivement des spécialistes à côté pour voir effectivement que ce soit la cardio, le pneumo, dermato. On a reparlé effectivement, Cyril le disait très bien, mais la charge mentale, elle est quand même colossale. Et dans le livre, on le prouve bien à quel point effectivement ça éloigne les gens du système de santé. Donc ça peut être dans le suivi, dans l'accompagnement du suivi, mais je mets un gros bémol avec des gens, s'il vous plaît, et que ça soit suivi, enfin télémédecine ou pas, des gens qui ont cette connaissance de la gestion de l'obésité en elle-même, de ses spécificités, de ses complications, et d'avoir des gens qui ont été, alors nous, il y a beaucoup de médecins qui, alors ils font pas partie du collectif, hein, mais qui viennent se renseigner sur ce qu'on fait, comment on le fait. On intervient très modestement à la Pitié-Salpêtrière sur les 4e, 5e, 6e années de médecine, dans le DU du professeur Hopper, pareil à la Pitié, sur finalement cette approche d'un patient, ce qu'il attend et ce que vous pouvez attendre de lui. Mais à un moment donné, c'est Mars et Saturne, hein, chacun est dans son truc. Donc, il faut réussir finalement à trouver un terrain commun avec des objectifs réalisables pour ne pas détruire encore plus l'état de santé du patient. Et puis, il faut qu'il y ait le temps de cette téléconsultation aussi. Parce que moi, j'ai une très mauvaise expérience d'une téléconsultation à 2 minutes, à 35 € les 2 minutes, qui ne sont passées en travers de la gorge. Donc, voilà, mais je pense que je ne suis pas la seule, hein. Voilà, et ça, entre guillemets, ça ne passera pas. Je peux vous le dire tout de suite, ça ne passera pas. Donc, c'est vraiment, vraiment prendre le temps et être vraiment en complément de l'humain. Bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est très clair et ça rejoint déjà un petit peu les réflexions qu'on avait en interne, hein. C'est le côté vraiment pluridisciplinaire. C'est cette nécessité de pouvoir de toute façon ancrer le patient auprès de spécialistes en présentiel, parce que c'est vrai que le contact humain, c'est quand même aussi ce qui est très important. Et de ce que j'entends, de ce que vous nous avez dit, c'est que les gens qui souffrent d'obésité et de surpoids en manquent à un moment donné, puisqu'ils sont quand même souvent mis de côté. Non, très clair. Et évidemment, le temps d'échange pour pouvoir vraiment entendre le patient, ses besoins, ses attentes et ses problématiques, et non pas juste le voir comme une personne qui a juste du poids à perdre. Et Gloria, Gloria, j'ajouterais à ce que vient de dire Sophie, Gloria, il y a aussi des expériences intéressantes qui sont menées, notamment l'article 51, je reviens là-dessus, où on peut soigner à domicile, une équipe pluridisciplinaire se déplace à domicile pour soigner un des membres de la famille qui est en situation d'obésité. Donc il y a des choses qui sont encouragées, mais il faudrait, encore une fois, j'insiste, un petit coup de pichenette et pour que la France se mette en situation de combat.
Enfin, il faudra un peu plus sur les articles 51 qu'une petite pichenette, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on les attend, et les phases de généralisation, pour beaucoup, sont de loin pas une priorité, visiblement, pour le ministère. Moi, je veux bien qu'on en fasse un panégyrique de cette mesure, mais alors, à mettre en place, à obtenir les organisations, à créer les dossiers, tout ça, c'est une galère absolue pour les acteurs. C'est encore un truc qui est pensé par la technostructure, avec beaucoup de bonne volonté, mais un résultat qui, au bout du compte, est quand même assez pauvre sur le terrain. C'est-à-dire que l'atterrissage des articles 51 pour le moment, c'est rien du tout. Ouais, mais rien du tout. Quand on voit les biosimilaires, par exemple, les biosimilaires, la généralisation de l'article 51, ben, c'est toujours pas mis en place, alors que les évaluations ont été faites, tout a été fait, et on n'a toujours pas de développement sur le terrain. Et pendant ce temps-là, ben, c'est rattrapé dans le PLFSS sur une autre manière, donc on ne pourra même pas bénéficier de la qualité d'une évaluation ou d'un dispositif qui aurait pu être intelligent. Ça a été remis dans le corps de loi. Donc, les articles 51, c'est bien, mais encore une fois, c'est des politiques de petits pas. C'est comme les forfaits innovation, on en est au 16e depuis 2009. Hein. Pas l'oublier, ça fait maintenant 15 ans qu'on fait des forfaits innovation, on en est au 16e. Donc, pour accélérer l'innovation avec ce genre de mesures, je pense qu'on est mal. Hein. On est mal. Si on fait ça, si on regarde les Américains et si on regarde les autres pays européens, comme l'Espagne et l'Italie à l'heure actuelle qui nous dépassent largement, je crois qu'on n'a pas fini d'en baver et de se faire manger par des entreprises qui viendront très naturellement sur le territoire français apporter des innovations de qualité, ou alors racheter des boîtes françaises qui ne pourront pas tenir en France. Donc, en fin de compte, Olivier, on conseillerait, ou en tout cas ton analyse, ça serait une privatisation du traitement de l'obésité? Non, pas du tout. Je dis simplement que il y a pas mal d'articles 51 dans le rapport d'évaluation sur l'obésité, mais on en est où pour la mise en place? Et pour la généralisation surtout, c'est ça qui est intéressant. Faire un phénomène dérogatoire qui sert à rien, parce qu'au bout de 5 ans, il n'y a toujours pas de dérogations qui sont véritablement mises en place. Alors c'est bien c'est bien pour les patients de Romorantin quand l'article 51 il est sur Romorantin ou sur Montélimar. Mais ce qui est intéressant, c'est pour 65 à 70 millions de Français qui vont en avoir besoin. Autrement, il n'y a pas de légitimité à créer un article 51. On aurait pu demander éventuellement aux ARS de s'en occuper et leur donner un pouvoir dérogatoire qu'on leur a donné d'ailleurs, mais qu'elles ne peuvent pas appliquer. Ça, c'est autre chose. Anne-Sophie. Oui, si je peux juste compléter. Alors, effectivement, il y a des articles 51 qui poussent à l'accès à l'innovation, mais ça me fait penser juste à un truc, en fait, c'est que, alors, pareil, hein, je suis dans mon délire du matin. Pourquoi pas mettre un patient au sein du cabinet du ministère de la Santé, juste pour revenir à une réalité de ce qu'on attend aussi, nous, en fait, sur le terrain. Je pense que ça pourrait ouvrir un tout petit peu les champs des uns et des autres et peut-être aller essayer, en tout cas, d'aller dans ce qu'attend la population. Et j'ai vu quelque chose là, dans le chat qui me va très très bien sur finalement les espèces de maisons départementales de santé. En 2018, j'ai travaillé sur ça. Avec effectivement, là je vous laisse regarder les logos qui sont ici. Et on en parlait de ça. Bien sûr, on en parle. C'est des maisons médicalisées, ce que moi j'appelais je suis de la vieille génération, ma MJC de la santé, où finalement, on avait du paramédical, on avait un médecin généraliste, on avait de la prévention, on avait de l'activité physique adaptée, on avait des cours de cuisine, mais voilà, et sur toutes les pathologies, je repense à Cyril, je ne sais pas si tu es encore là, sur toutes les pathologies chroniques. Et voilà, je pense qu'il faut faire évoluer le truc. Enfin bon, il y a qu'à Faucon, on est bien d'accord, mais c'est juste histoire d'en mettre une petite couche.
Je crois que s'il n'y a pas de patient au niveau du ministère de la Santé, c'est pour une seule raison, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un patient qui soit X-Min ou un patient qui soit énarque. Donc, ça ne rentre pas dans les critères de l'administration centrale. Ouais, mais juste un patient tout court, un vrai, tu sais, un qui a bien morflé dans sa vie. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Hein. Mais justement, je voudrais avoir les réflexions de Jean-François, qui est avec nous, Jean-François Thébault. Parce que lui, justement, il est comme moi, il est passé du statut de médecin à un statut de malade, et ça nous fait, je trouve que ça nous ouvre des portes qui sont absolument merveilleuses. Enfin bon, sur le plan santé moins, mais sur le plan de la compréhension des besoins, je trouve que ça nous rend encore plus militants. Jean-François, est-ce que tu peux, justement, par rapport à cette problématique des maladies chroniques, de l'obésité et du diabète, puisque tu es vice-président de la Fédération française diabétique, tu peux nous donner ton point de vue par rapport à tout ça? Ah. On a perdu Jean-François. On a perdu Jean-François. Ouais, il est parti chercher un café. Voilà. J'en veux bien, au passage. Alors, je vais repasser la parole à Anne qui veut reposer une question. Voilà, pardon. Juste petite question. On avait tout à l'heure professeur Laville au Café Nil et je la salue, je ne sais pas si elle est toujours là. Il y a à l'époque où le rapport a été déposé, les ministres ou le ministre, je ne sais plus, avait dit il y aura des retours dans 3 mois ou 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé sur ce rapport Laville? Ah, c'est une bonne question, ça. Martine, tu es encore là ou pas? Sinon, je donne la réponse. Donc, en fait, il a été... Vas-y, Martine. Ah, pardon. Non, je suis désolée, j'ai été interrompue, je n'ai pas compris la question. Ma question, bonjour professeur, c'était de dire que lorsque vous avez mis votre rapport, vous deviez avoir des réponses, je crois, à l'automne. Alors, c'était à l'automne dernier, donc 2023. Et ma question, c'est que s'est-il passé? Alors, écoutez, vous savez un peu ce qui s'est passé. On a changé de ministre, changé de ministre. Je vais vous donner un scoop quand même. Hier soir, j'ai eu un message de Christelle Gauthier, qui est une conseillère qui était déjà auprès de Agnès Firmin-Lebaudot, avec qui j'avais été en contact à la fin de l'année dernière pour avancer sur la feuille de route, qui malheureusement n'était plus dans ses missions et qui reprend le dossier. Ça date d'hier soir. Exactement. Voilà, super nouvelle. Donc, c'est plutôt une super nouvelle. Christelle est renommée, c'est une des meilleures nouvelles qu'on puisse avoir au niveau du CAB. Exactement, j'avais eu très bon contact avec elle, on était très alignés, donc j'ai une réunion ce soir avec elle. Voilà. Génial, c'est tant le mieux. scoop du jour. Voilà. Merci. Alors, il y a une question aussi qui... Anne, tu as fini? Oui, il y a une question qui est extrêmement intéressante, qui est posée par Marie-Caroline Buatti sur les médicaments. Alors, elle parle bien sûr des médicaments anti-obésité, mais il n'y a pas que les médicaments anti-obésité, il y a aussi des médicaments de prévention. Et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, ces médicaments, ils arrivent au compte-gouttes sur le marché, bien entendu. J'en ai discuté d'ailleurs avec le président de la Haute Autorité de Santé en lui disant mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi on n'a pas de possibilité de faire accéder aux patients, de faire accéder à ces médicaments aux patients? Et Lionel Collet me disait la problématique, c'est une problématique de méthodologie, c'est qu'on n'arrive pas à changer la méthodologie d'évaluation. Je dis, mais il faudrait peut-être l'expliquer, la méthodologie d'évaluation, parce que, en fin de compte, la méthodologie d'évaluation pour un médicament qui est déjà dans le circuit, c'est quelque chose d'important, certes, mais la méthodologie d'évaluation pour un médicament qui n'a pas de critères d'efficacité, enfin, sur lequel on attend plus un service médical attendu que sur un service médical rendu, on se retrouve dans une impasse sur le plan de l'évaluation du médicament, qui a à ce moment-là une ASMR 5 et qui ne peut absolument pas trouver un débouché sur le marché français. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que, Anne-Sophie, comment tu vois ça par rapport
à cette problématique de l'accès aux médicaments à l'heure actuelle, qui quand même finit par poser des problèmes en France qui deviennent extrêmement graves. On était dans les années 2000 parmi les premiers en termes d'acceptation de l'innovation, et on se retrouve derrière la Slovénie maintenant en ce qui concerne l'entrée des médicaments sur le marché français. Alors, ma première question finalement qui vient sur la tienne, c'est est-ce qu'on ne souffrirait pas de faire des économies plus que tout avant même de penser à l'état de santé des Français? C'est surtout combien ils vont nous coûter. Et on est en train de payer, je pense, le quoi qu'il en coûte. Où là, on se dit, ben, finalement, on ne fait pas rentrer des médicaments innovants qui pourraient être plus performants que d'autres. Et puis, en se cachant potentiellement sur, bah ouais, mais on ne sait pas bien si c'est efficace, pas efficace. Bon, puis si ça râle pas trop, c'est bien. Donc, bon, on n'accepte pas, puis on voit bien comment ça passe. Enfin, ça, c'est un peu mon sentiment. Après, bon, évidemment, moi, je vais avoir ma vision de la gestion financière de cette histoire. Alors, je suis très, très loin de tout ça, hein. C'est finalement, ça risque de coûter plus cher que si on l'avait pris en… Voilà. Donc, c'est pas une économie, c'est une fausse économie, c'est une fausse bonne idée. Donc, effectivement, dérembourser certaines choses, je pense qui sont plus aussi efficaces, oui. Mais mettre à l'accès sur des produits qui sont beaucoup plus innovants, ça me paraît être essentiel. Et puis après, voilà, la NSM, elle sait exactement quoi faire et comment faire, ainsi que la HAS. Mais on a cruellement besoin de bienveillance sur le sujet et finalement de stratégie de santé, en fait. Et ça fait partie des stratégies de santé globales. Et là, voilà, enfin, moi, je vois l'intérêt du patient. Enfin, ça ne sert à rien de dégrader la vie des gens encore plus pour qu'ils vous coûtent en 4 fois, 10 fois plus cher. Financièrement, ce n'est pas une bonne idée. Et humainement, évidemment que non. Non, mais c'est une véritable gestion comptable du système. C'est pas du tout une gestion dynamique du système. C'est de la comptabilité pure, quoi. Il faudrait peut-être qu'il passe à la notion d'investissement. Ce qu'on réclame en fin de compte avec le médicament sur des situations comme la situation des personnes en situation d'obésité, c'est ça, c'est d'investir sur des pistes thérapeutiques et de juger après, d'ailleurs, si demander des études et faire en sorte que on puisse conforter les suspicions d'efficacité. Mais tout dégradé au départ, ça fait que les entreprises vont arrêter de proposer des innovations, hein. Ça recule en France. Je rejoins un peu ce que tu dis, Olivier, et je m'appuie sur différentes actions qui ont été menées. Le plan cancer, je pense, le Téléthon, qui a permis de ramasser beaucoup d'argent et de soigner des maladies hors Téléthon, une compréhension. Pourquoi dans ce pays, il n'y aurait pas sur l'obésité un déclic, quelque chose qui fasse qu'on fasse un plan obésité et qui soit générateur de formation de médecins, qui soit générateur de sociétés qui se mettent sur ce marché. On a le sentiment qu'il ne faudrait pas grand-chose, parce que ça a déjà été fait sur d'autres pathologies. Oui, et puis le truc, c'est que moi, ce que je vois, c'est que les médecins s'épuisent pour X raisons. Alors, les soignants, pas au-delà de les médecins, c'est les soignants s'épuisent. Ils ont de moins en moins les moyens de faire des choses. Ils ont de moins en moins… enfin, je veux dire, la flamme, elle est en train de s'éteindre. Ils font fonctionner le système de santé avec de bouts de chandelle, avec des patients qui sont de plus en plus en mauvais état et de plus en plus chroniques et de plus en plus tôt. Et que si, alors pareil, je vous le dis du haut de ma chaise de patiente, je pense qu'on a besoin de redonner du sens, de la valeur, de l'équité, de l'envie, alors que on a tous envie d'avancer. Et on est en train tous d'en crever, en fait. Le truc est là. Et qu'à un moment donné, enfin,
à un moment donné, quand ça marche plus, il faut être en capacité de dire ça ne marche plus. Et comment on peut faire pour refoutre le tout sur la table et de rebattre les cartes, en fait. Mais voilà, moi, je vous le dis du haut de ma chaise de patiente. Et je crois que oui, le constat est sévère. Et le constat, c'est qu'à l'heure actuelle, le système de santé va dans le mur et que en particulier, la façon de le gérer est devenue catastrophique parce que c'est pas du tout dynamique et ça va pas du tout dans le sens de tout ce que le futur va pouvoir nous apporter en termes de prise en charge des malades, en termes de il y avait Gloria qui parlait de la téléconsultation, mais il y a tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y a aussi le fait de dégager du temps médical parce que je pense que la vraie révolution de la prévention, ce sera le retour à des valeurs humaines, oui. Où on ne parlera pas uniquement de technique, on ne parlera pas uniquement avec des technomèdes dans le cadre de vacations. Quand j'entends un certain nombre de syndicats de jeunes professionnels, je suis effrayé par leur demande qui est nous, on ne veut pas s'intéresser à une patientèle, on veut s'intéresser à avoir des vacations. Dans une vacation, on va soigner aussi bien les grands-mères que les pathologies chroniques, que les hamsters et les cochons d'Inde. On fait quoi avec une vacation? Ça veut dire simplement que son temps d'activité professionnelle est séparé en matinée, en après-midi. Mais où est-ce qu'est le lien qu'on doit créer avec son patient? Comment accompagner une pathologie chronique dans le cadre de vacations, sauf à changer 25 fois de professionnel de santé, à perdre des dossiers et à perdre de l'information. Comment jouer ce rôle de coach humain à l'intérieur d'un système de santé qui devient de plus en plus complexe, et non seulement de plus en plus complexe, mais de plus en plus troué comme du gruyère. Moi, je vois pas véritablement comment ces choses-là peuvent se mettre en place. En tout cas, je crains beaucoup pour les personnes qui souffrent de pathologies chroniques pour les prochaines années. Parce qu'on a perdu cette révolution humaine comme un objectif en tant que tel. Je citerai toujours le livre de Guy Valancien qui dit que le vrai médecin, ce sera un transgressif, ce ne sera pas un technomède, ce sera un transgressif. Et le transgressif, c'est le médecin humaniste, le médecin qui va être proche de son patient et qui va l'aider à s'en sortir entre une pathologie de plus en plus complexe et un système de santé de plus en plus difficile pour s'y retrouver. Enfin voilà, on est sur des sujets qui dépassent un peu le problème de l'obésité, mais qui en même temps… Ouais, mais pas tant que ça. On a besoin de l'alliance thérapeutique. L'obésité, c'est une maladie qui est plurifactorielle, qui est pluripathologique. Et si on ne crée pas du lien humain, moi, je reviens à des… pour moi, et c'est comme ça que je gère les choses au collectif, c'est de l'humain pour des humains. On n'est que des humains. Et quand vous êtes, moi, je me souviens, vous revenez du bloc opératoire, votre corps n'est que souffrance. Je peux vous assurer que vous priez pour qu'on vous injecte un truc qui aille bien et vous ce regard de ce soignant qui est là et qui vous dit ça va bien se passer. Enfin, on vous remet nos vies dans vos mains. C'est ni plus ni moins que ça. Et on a besoin de vous et on a besoin de tout le monde on a besoin de remettre du sens et de la valeur à ça. Et pour moi, c'est la priorité et ça donnera l'excellence et rien d'autre. Voilà, j'arrête de m'énerver. J'irai prendre ma café. C'est un très beau message, Anne-Sophie. Je partage à 1000%. Ça va être le mot de la fin de ce Café Nil, à moins que Richard veuille rajouter quelque chose. Écoutez, après cette conclusion d'Anne-Sophie que je ne peux je finirai aussi là-dessus. Bravo Anne-Sophie. Voilà, mais écoutez, vraiment merci Anne-Sophie et merci Richard d'avoir accepté de participer au Café Nil. Le livre sort demain, les coordonnées sont dans le chat. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et puis donc, on se retrouve le 6 mars prochain pour parler d'un sujet qui est un sujet capital, qui est le sujet du One Health et en particulier de l'antibiorésistance. Et on aura cette chance d'avoir Céline Pulcini et Jean-Yves Madec, qui sont des grands spécialistes de la question et qui viendront nous montrer que l'antibiorésistance, c'est véritablement pas un problème simplement de santé humaine, mais ça touche aussi les santé animales, les santé
agriculturelle et la santé environnementale. Merci à tous et passez une excellente journée. Merci Olivier et merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Et prenez soin de vous Vous aussi. et des merci. autres. Merci à